En entrant dans le hall de l'université de Paris-Dauphine, 2 étudiants passent à côté de moi et un dit à l'autre « T'inquiète, paye, je te fais un Lydia ». Et moi, j'en revenais pas, je l'arrête et je lui demande « Mais qu'est-ce que t'as dit ?» Et il me dit « Mais je dis, je te fais un Lydia ». Et je lui dis « Mais tu as dit un Lydia ?» Et il me répond « Mais tout le monde dit un Lydia ». Et là, on savait qu'on avait touché un truc extraordinaire parce que moi, je savais c'était quoi tout le monde. Peut-être la taille de l'université de Paris-Dauphine et un peu plus, quoi. Lui, dans sa tête, il pensait que partout dans le monde, en Malaisie et en Colombie, on disait « je te fais un Lydia », quoi. Et donc on avait bien compris qu'il y avait un gros décalage entre la perception et la réalité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de SoBiz, une émission proposée en partenariat avec Audencia. Bonjour Cyril et merci de nous accueillir dans les locaux de Lydia. Bonjour Max. Donc on va commencer déjà par parler de votre aventure entrepreneuriale, puisque ça fait longtemps que vous êtes dans l'univers. Après 7 ans dans le monde de l'entreprise, vous décidez de faire le grand saut. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Alors c'était pas vraiment 7 ans, c'était 15 ans. Et du coup, je crois que j'étais arrivé un peu au bout du cycle, hein. J'avais fait le tour du sujet. Ce que je faisais avant, c'était des solutions de stockage et sauvegarde pour les grands systèmes informatiques, les grands data centers des banques, des opérateurs télécoms, des gouvernements, et donc voilà, des grands appels d'offres qui duraient longtemps, avec des gros montants à la clé, mais bon, voilà. Et au bout de 15 ans, je crois que j'en avais marre. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus en contact direct, donc B2C, et puis aussi à grande échelle, avec des retours rapides. Quand on change quelque chose, ça a un impact tout de suite. Alors que quand on fait des grands appels d'offres qui durent 2 ans, quand on change quelque chose, il faut attendre 2 ans, quoi. Donc voilà, et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder de manière vraiment très ouverte des opportunités, sans vraiment de prédilection particulière pour un secteur ou un autre. Puisque je n'avais pas d'expertise particulière sur un sujet ou un autre, du coup, j'étais très ouvert et j'avais la chance aussi de beaucoup voyager, de voir ce qui se passait à droite, à gauche. Et puis, il fallait trouver quand même quelque chose qui ressemblait à une bonne idée, parce que bon, c'est sympa de tout plaquer, mais quand même, tout plaquer pour rien, c'est un peu... Voilà, surtout quand on a une famille et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par me rendre compte que dans un certain nombre de pays, au Kenya, en Asie du Sud, notamment Corée, Japon, on payait avec son téléphone à grande échelle, on commençait à payer à vraiment grande échelle. Et pourtant, les situations étaient très différentes. Au Kenya, on n'était pas du tout équipé de smartphones. C'était en 2010, hein, on n'était pas du tout bancarisé, alors qu'au Japon et en Corée, c'était exactement l'inverse. Beaucoup de comptes en banque, très équipés en termes technologiques. Et pourtant, ça marchait dans ces 2 endroits-là. Et chez nous, en Europe, mais aussi aux États-Unis d'ailleurs, depuis 10 ans, Gartner, tous les ans, sortait un rapport qui disait « Le paiement mobile, c'est l'année prochaine ». Et comme ça faisait 10 ans que c'était l'année prochaine, je me suis dit, il doit y avoir une opportunité. Parce que si ça arrive dans ces 2 endroits qui sont diamétralement opposés en termes d'équipement, alors, avec un peu de chance, la boucle va se refermer. Et si ça n'a pas encore démarré, c'est parce qu'on s'y est pas bien pris. Et là, il y a clairement une opportunité de marché. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à ce sujet-là et puis aussi à chercher un cofondateur parce qu'il faut quand même des compétences techniques pour s'adresser à ce genre de problématique de payer avec son téléphone. Et oui, du coup, en 2011, vous lancez Drink-on-Me. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette application que vous définissez comme l'antichambre de Lydia ? Oui, il faut démarrer quelque part et puis il faut démarrer en mode cavalerie légère, on va dire, parce que pouvoir faire des systèmes de paiement ouverts, ça demande beaucoup de travail sur les aspects réglementaires, avoir des agréments et tout ça. Et donc, on ne peut pas le faire instantanément. Et pourtant, nous, on a besoin de tester l'appétence, la technologie. Et donc, on trouve un schéma où on peut le faire sans avoir besoin d'agrément, parce qu'on fait dans un tout petit périmètre, avec un seul produit. Et donc, on a une exemption. Et on peut jouer pendant quelques mois pour apprendre avant de se lancer dans toute la lourdeur légitime de schéma régulatory, de paiement. Et bon, on l'a fait après. Et donc ça commence avec un schéma pour payer dans les bars. Et on se dit, on va faire, plutôt que de faire je paye mon verre, on va faire je paye une tournée de 20 €. Et c'est ça notre seul produit, c'est le Drink On. Et on crée Drink On Me, puisque ça veut dire c'est ma tournée. Voilà, et ça dure véritablement de janvier 2012, pour nous en termes de travail, de janvier 2012 à juin 2012. Le service restera opérationnel encore pendant 6 mois, mais à partir de juillet 2012, on travaille exclusivement sur Lydia.
Mais du coup, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat à un moment où c'était pas encore la mode, les entrepreneurs n'étaient pas encore des stars, je veux dire, dans l'opinion publique, et l'État n'avait pas encore mis en place toutes ces aides. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous lancer à ce moment-là? C'était déjà mon schéma avant, en fait. Dans les entreprises d'avant, j'étais déjà dans un mode entrepreneurial. En fait, je n'ai connu que ça. Donc j'ai commencé stagiaire, mais dans une entreprise où il y avait 5 personnes. Et puis ça s'est développé, et puis c'était pas tout à fait comme aujourd'hui, mais quoi qu'on s'en rapproche, puisque c'était avant le début des années 2000, et donc on était dans la folie Internet, la fameuse bulle Internet. Et donc j'ai connu ça. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui font des apps qui ont connu ça, mais voilà, j'ai connu ça. Donc il y avait cette effervescence qui était très similaire à ce qu'on voit maintenant. Puis j'ai connu l'éclatement de la bulle Internet. À l'époque, j'étais à New York, et ça a bien secoué. D'ailleurs, ça m'a ramené à Paris. Et puis, voilà, donc après, la deuxième entreprise, c'était une entreprise où j'étais un tout petit peu associé au niveau capital, et puis après, Drink on Me Lydia, quoi. Donc c'était un parcours assez linéaire d'entrepreneuriat. Et du coup, il y a aussi une origine qu'on ne connaît pas forcément sur le nom de Lydia. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire? Oui, mais d'abord, il va falloir que je rende à Antoine ce qui appartient à Antoine. C'est donc Antoine Porte, l'autre cofondateur de Lydia, qui a trouvé le nom. Moi, j'étais en vacances en Corse à ce moment-là, donc c'était en juillet 2012, août 2012, et on ne voulait pas donner un nom qui était comme tout le monde. Donc, comme tout le monde, c'était quelque chose avec P ou quelque chose avec monnaie. Pourquoi? Ça ne voulait rien dire d'utiliser un nom qu'on n'allait jamais reconnaître, parce qu'il y en avait 50 000 qui s'appelaient déjà comme ça. Donc n'importe quoi Pay ou n'importe quoi monnaie ou Pay quelque chose. Enfin, et on voit bien, on ne les retient pas, quoi. Il y en a eu des centaines et on ne sait même pas qui fait quoi. Et donc nous, on voulait aussi un nom qui ait du sens par rapport à l'histoire de la monnaie. Et donc, pendant le mois d'août, j'étais effectivement en vacances en Corse, à la plage, et puis j'ai Antoine qui m'appelle, et il me dit « ça y est, j'ai trouvé un nom ». Et je lui dis « bon, j'espère que tu m'appelles pas juste parce que t'es jaloux, je suis en vacances, toi t'es au bureau, donc c'est quoi ton nom ?» Et il me dit « Lydia ». Je dis « non, c'est pas sérieux Antoine, Lydia quoi ». Et là, il me raconte, il me dit « mais Lydia, c'est le nom du royaume où au 6e siècle avant Jésus-Christ a été frappée la première pièce de monnaie. Elle a été frappée dans un alliage naturel d'or et d'argent qui s'appelle l'électrum, et le dernier roi de ce royaume, qui est connu pour sa richesse, c'est Crésus. Et comme ça ne suffit pas, l'électrum, cet alliage naturel d'or et d'argent, ils ont pris en fait ce qu'ils avaient sous la main, et ce qu'ils avaient sous la main, c'est des paillettes qu'ils trouvaient dans le fleuve qui traversait la capitale, et ce fleuve, c'est le Pactole. Et là, j'ai qu'une seule chose à lui dire, j'ai dit, cours à l'INPI pour déposer ce nom en urgence, quoi. À l'époque, ça ne se faisait pas tellement en ligne, il fallait y aller. Et donc voilà, depuis Lydia et Lydia, et donc c'est évidemment ce clin d'œil à toute l'histoire de la monnaie, l'évolution de la monnaie, et aussi des échanges. C'est pas simplement de la monnaie, puisque en fait, pourquoi ces rois de Lydia, c'est aujourd'hui la côte occidentale de la Turquie, donc très proche de la Grèce, Bodrum, Antalya, cette région-là, très touristique, on connaît bien, qui est en fait au carrefour des routes de l'Empire grec et de l'Asie. Et donc c'est un royaume qui est extrêmement marchand. Et les marchands ont un problème à l'époque, c'est un problème qu'on étudie en finance de marché aujourd'hui, ça s'appelle un problème de contrepartie. Pourquoi? Parce qu'on fait du troc. Et donc dans le troc, il faut que je trouve quelqu'un qui soit d'accord avec moi à la fois sur le quoi et sur le combien. Donc il faut qu'on ait le match parfait sur le quoi et sur le combien. C'est pas facile à trouver si on n'est que un face à un. C'est pour ça que les marchands avaient déjà inventé les marchés, ces grandes foires où on se retrouvait de nombreux marchands, pour pouvoir faire des combinaisons un peu plus complexes, qui permettaient, en se mettant à 2, 3, 4, 5, 6 marchands, de finir par boucler la boucle. Sinon, c'était trop difficile. Donc maximiser le nombre de chances de réussite de la transaction. Et puis, il y en a un qui a été plus malin que les autres, un roi qui s'est dit, mais on va supprimer la question du quoi en créant une contrepartie universelle. Et c'est le fameux électrum, et c'est la naissance de la monnaie frappée, avec le sceau du roi. Merci beaucoup pour cette petite leçon d'histoire très passionnante. Et du coup, si vous deviez décrire Lydia aujourd'hui aux gens qui ne connaissent pas, comment vous définiriez cette application? Aujourd'hui, on dit que c'est une super app bancaire, une super app des services financiers, c'est-à-dire qu'au cœur, on a un service qui est le compte courant, avec des variations particulières, comme des comptes joints, des comptes partagés à plusieurs, mais finalement, le compte courant, donc ce qu'on va retrouver traditionnellement dans une agence bancaire, mais avec bien sûr une technologie et un ADN qui est très différent, parce que notre ADN, c'est d'être extrêmement intuitif, d'être instantané sur toutes les opérations, d'être partageable entre plusieurs personnes. Voilà, vous n'iriez pas partager un compte bancaire avec 6 copains pour un week-end, ça n'existe pas.
Voilà, vous pouvez le faire avec Lydia. Et pourtant, c'est ça qui... Donc des cartes physiques, des cartes virtuelles acceptées dans le monde entier, dans le réseau d'acceptation Visa, prélèvement, virement, donc le compte courant. Et autour, un ensemble de services plus ou moins connexes, donc très connexes, crédit, épargne, investissement, et puis un peu plus loin, des services d'assurance, des services de dons, des services de, pourquoi pas, pour changer de fournisseur d'électricité pour passer à un fournisseur d'énergie verte. Et donc voilà, c'est ça aujourd'hui Lydia, c'est cette organisation en cercle concentrique de produits qu'on appelle notamment en Chine, en Inde, enfin dans tous ces pays où c'est déjà très développé, des super apps. Parce qu'on intègre des services, on a un service cœur et puis aussi des services périphériques qui sont faits souvent par d'autres, mais qui sont très intégrés pour avoir une expérience d'utilisation et d'onboarding qui est très fluide, puisqu'on utilise les données qu'on connaît déjà. Vous voyez bien, quand vous souscrivez à un nouveau service financier, à chaque fois, on vous demande nom, prénom, pièce d'identité, parce que c'est la réglementation. Mais bon, nous, on l'a déjà, donc on évite de le redemander 50 fois. Voilà, on fait gagner du temps, on fait en sorte que ce soit plus instantané, plus fluide, et aussi que, finalement, il y ait des avantages, souvent financiers, pour les utilisateurs de Lydia auprès de ses partenaires. Mais du coup, comme vous le disiez, ça a beaucoup évolué au fil du temps. Ah oui. À quoi ça ressemblait Lydia au tout début ? Alors au tout début, ça permettait de faire deux choses. On a deux applications depuis le premier jour, Lydia pour les pros et Lydia pour les particuliers. Donc Lydia pour les particuliers permettait de payer un pro avec un QR code, donc en proximité. Le pro pouvait simplement scanner le QR code. Et aussi, Lydia pour les particuliers permettait de s'échanger de l'argent entre particuliers, les fameuses transactions P2P, qui sont devenues maintenant les « je te fais un Lydia », et où là, on avait remplacé les histoires d'IBAN par simplement le numéro de téléphone mobile, et on avait supprimé le délai de transaction, puisque ces transactions sont instantanées. Et ça, c'était en 2013, et en 2013, c'était une sacrée révolution. Oui, je confirme. Et comment vous financiez à l'époque ? Alors, jusqu'en 2013, on l'a financé sur nos fonds propres avec Antoine, et aussi on ne se payait pas, donc voilà quoi, c'était 2 années un peu compliquées. Et comme on était suffisamment fous, en plus on avait embauché des gens qu'on payait, mais voilà, donc ça, on va dire qu'on a bien tapé dans la cassette. Et puis à partir de 2013, on a eu la chance d'avoir des amis qui ont cru dans l'aventure et qui ont été OK pour la financer, donc on a pu lever un montant assez considérable de ce qu'on appelle Love Money, ou Friends and Family, puisque c'était 600 000 €. Et 600 000 €, c'est de l'argent aujourd'hui et c'était encore plus d'argent à l'époque. Et donc ça nous a permis de lancer en juillet 2013. Et maintenant, aujourd'hui, comment Lydia se finance ? Comment vous gagnez de l'argent ? Alors il y a 2 sujets, puisque aujourd'hui Lydia n'est pas encore rentable. Donc on y travaille évidemment, puisque c'est notre objectif. Il ne s'agit pas de faire une entreprise qui n'est pas rentable, une entreprise pérenne, une belle entreprise, c'est une entreprise qui est rentable, c'est par définition. Et donc on travaille activement à ça, et notre horizon n'est pas si lointain pour arriver à la rentabilité. Et en parallèle de ça, on finance l'entreprise avec des levées de fonds auprès de fonds d'investissement. Et c'est vrai que on a eu la chance d'avoir une trajectoire de croissance qui est très 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 active, puisqu'il nous a fallu 4 ans pour arriver à 1 million d'utilisateurs, et puis là maintenant on fait 2 millions par an, donc ou presque. Et voilà, on va passer le 5e million dans quelques semaines, d'ici la fin du mois de juin, je pense. Donc voilà, on a une très forte accélération. Les volumes de transactions accélèrent encore plus vite que le nombre d'utilisateurs, puisque là, on en est maintenant à un peu plus de 4 milliards par an de transactions. Donc voilà, ça, évidemment, ça attire les investisseurs qui aiment la croissance, et la croissance exponentielle, et aussi le fait que on a réussi à devenir finalement un élément du quotidien, le fameux un Lydia. Et donc ça nous a permis de lever l'année dernière le plus gros tour jamais fait dans la FinTech en France, puisque en 2 morceaux, on a fait 112 millions d'euros de levée de fonds. Avec des investisseurs assez incroyables, puisqu'il y avait d'un côté le géant chinois Tencent qui possède WeChat et WeChat Pay, le leader mondial des super apps de services financiers, 1 milliard d'utilisateurs. Fou. Et de l'autre côté, Accel, des fonds mythiques de la Silicon Valley, qui en plus est représenté chez nous par une personne qui s'appelle Amit Jawar et qui, avant de rejoindre Accel à l'été dernier, était le patron de Venmo. Venmo, c'est le Lydia puissance 10 aux États-Unis. Et là-bas aussi, on dit I Venmo you, puisqu'on utilise un verbe en anglais.
Oui, et justement, j'allais venir à ces levées de fonds. C'est vrai que vous avez attiré des beaux investisseurs. Comment on réussit à les attirer? Comment on réussit ces levées de fonds historiques, comme vous le disiez? Je crois que c'est vraiment les chiffres et la qualité du produit, la clarté de la vision qui les attire. Et puis il y a aussi un autre effet, c'est que ils s'attirent l'un l'autre. Hein. Quand on fait une levée de fonds avec Tencent, évidemment que les projecteurs se braquent un peu, quoi. Donc évidemment, les autres grands investisseurs se disent, si Tencent, qui est le champion mondial de ce sujet-là, pense que c'est une bonne idée d'investir là, bon, peut-être qu'on devrait regarder avec une attention encore plus accrue. Et là maintenant, quand on a rajouté en plus Axel avec Amit, qui lui aussi est un expert mondial de ce sujet-là, ça renforce encore la crédibilité et l'attractivité de Lydia pour des investisseurs qu'on appelle growth, donc dans la phase entre j'ai trouvé une adéquation produit-marché et je vais vers la rentabilité. Et vous disiez la rentabilité, justement, elle n'est pas très loin. Vous imaginez être rentable d'ici… En 2022. En 2022, donc l'année prochaine. Donc pas très loin. En 2019, vous parliez aussi de partir à la conquête de l'Europe. Vous en êtes où aujourd'hui dans l'internationalisation de Lydia? Alors, on a fait effectivement à partir de cette période-là un certain nombre de tests, ce qu'on va appeler du soft testing, pour utiliser un mot anglais, dans différents pays, avec quasiment pas d'équipe, un tout petit peu de freelance, un produit très réduit en termes de capacité, juste pour tester des aspects culturels, de l'appétence, des interactions, et puis voir si on était prêt, quoi. Et donc ça, on l'a fait pendant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans. Et puis on a tiré un certain nombre de conclusions, par exemple, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, on a arrêté complètement UK. On a fermé l'activité là-bas, même les comptes qu'on avait, et pourtant c'est dommage parce que c'était le deuxième pays qui avait le mieux répondu, mais bon, on ne pouvait pas tout faire. Et donc on s'est décidé de se concentrer exclusivement sur l'eurozone. Bon, alors après c'est 250 millions de personnes. Hein. Donc comme on a 5 millions de clients aujourd'hui, ça nous laisse 245 millions de potentiel de croissance, c'est pas si mal. Avec en plus une unité réglementaire, une unité de devise, une unité de système d'échange d'argent, donc c'est quand même assez pratique. Et donc on a décidé maintenant d'y aller vraiment. Et donc on met des équipes, on crée des bureaux, on s'installe vraiment dans les différents pays avec des approches locales, bien sûr, parce que l'argent et la banque, c'est très culturel, donc ça doit être local. Et donc on a fait ça au mois de novembre au Portugal, et là on va le faire à la fin du mois de juin en Espagne. Donc voilà, on commence à y aller pour de bon. Oui, justement, vous le disiez, la question de l'argent, c'est très culturel, très local, c'est aussi… c'est intime, il y a une question de confiance aussi dans l'argent. Comment on arrive à s'imposer dans le cœur des Français sur un sujet aussi touchy? D'abord, je crois que le plus important, c'est d'avoir une approche qui est sérieuse du sujet. On voit beaucoup d'applications qui sont en mode paillettes et sapin de Noël pour faire sympa, mais en vrai, c'est pas une question de sympa, quoi. L'argent, le sympa, ça vient loin après le solide. Donc d'abord, il faut travailler pour être vraiment solide, pour avoir un produit qui est robuste, pour donner cette image de robustesse. Il ne faut pas faire de compromis avec la réglementation, il ne faut pas être léger sur les sujets de lutte contre la fraude. Il faut prendre tout ça comme un prérequis et non pas comme une contrainte insupportable, parce que si on ne fait pas ça, on n'aura pas la confiance. Et puis ensuite, il faut apporter de la valeur. Donc simplifier la vie, rendre les choses plus transparentes, expliquer comment ça marche, parce que honnêtement, la banque, c'est un peu opaque pour tout le monde, on ne comprend pas comment ça marche. Des fois, on se heurte à des murs, on ne comprend pas pourquoi, on regarde son relevé de compte, on ne comprend pas ce qu'il y a écrit dedans. Non mais, on fait une transaction, 2 jours après, elle n'est toujours pas affichée, puis 3 jours après, elle est affichée avec une date qui est 3 jours avant, et on ne comprend pas. En vrai, c'est très opaque. Les systèmes d'information des banques sont très opaques. Et donc, nous, on a décidé de faire l'inverse, de tout afficher en temps réel, de tout expliquer, faire de la pédagogie, et ça, bien sûr, ça aide à gagner la confiance. Et puis, il y a un dernier point qui est la qualité du service client, parce que ça aussi, ça fait partie de l'expérience utilisateur. C'est pas juste l'interface, l'expérience utilisateur. Et donc voilà, il faut soigner ça aussi, il faut investir là-dedans aussi, c'est très important. Et comme vous le disiez, on ne dit plus maintenant je te fais un virement, et je te fais un Lydia. Alors qu'au début, vous n'étiez pas très partant sur le nom Lydia. Est-ce que vous attendiez un tel succès et à même rentrer dans le langage courant?
Alors, je n'étais pas très partant pendant 4 secondes. Oui. Jusqu'à qu'il m'explique ce que ça voulait dire. Alors, cette histoire s'est résolue assez vite, finalement. Et au-delà de ça, bien sûr que quand on fait quelque chose, un projet qui a vocation à être à grande échelle B2C, on espère qu'un jour, on sera reconnu comme une marque importante. Et on va dire que le schéma vraiment rêvé, c'est de finir par devenir rentrer dans le dictionnaire, quoi. Comme on dit, un Frigidaire, un Kleenex, et quelques autres. Mais quand on réfléchit à ces entreprises-là, elles ont obtenu ce statut-là quand elles sont arrivées à une échelle gigantesque, mondiale. Et nous, ça nous est arrivé quand on était à une échelle microscopique, vraiment. C'est arrivé, la première fois que je l'ai entendu, c'était en entrant dans le hall de l'Université de Paris-Dauphine, où j'étais invité pour parler dans un cours, et où 2 étudiants passent à côté de moi, et un dit à l'autre « T'inquiète, paye, je te fais un Lydia ». Et moi, j'en revenais pas. C'était à la fin 2015 et on devait avoir, je sais pas, 60 000, 70 000, j'en sais rien, 50 000 utilisateurs. Donc, vraiment pas beaucoup. Et je l'arrête et je lui demande, mais qu'est-ce que tu as dit? Et au-delà du fait qu'il pensait que j'étais un prof et il voulait pas me le dire, mais après, bon, ça c'est une question d'âge. Et donc là, il me dit, mais je dis, je te fais un Lydia. Et je lui dis, mais tu as dit un Lydia? Et il me répond, mais tout le monde dit un Lydia. Et là, on savait qu'on avait touché un truc extraordinaire parce que moi, je savais c'était quoi tout le monde. Et franchement, c'était 50 000, 60 000, j'en sais, 70 000 peut-être, mais en tout cas, loin d'être tout le monde. Enfin, peut-être la taille de l'Université de Paris-Dauphine et un peu plus, quoi. Et ils n'étaient pas tous là-bas. Et lui, dans sa tête, il pensait que partout dans le monde, en Malaisie et en Colombie, on disait « je te fais un Lydia », quoi. Et donc, on avait bien compris qu'il y avait un gros décalage entre la perception et la réalité. Mais ça disait 3 choses. Ça disait, 1, on l'a adopté, c'est rentré dans notre quotidien. 2, c'est extrêmement viral. Et 3, j'ai confiance dans le fait que cette chose-là peut être étendue au monde entier. C'est une nouvelle norme dans ma tête. Et donc ça, c'est parfait parce que on ne peut pas rêver mieux. Et ça nous a permis d'arriver jusque-là sans faire de publicité. Oui. Encore aujourd'hui, on voit bien que ce genre de phrase, c'est tellement plus puissant que faire de la pub sur Google ou Facebook, quoi. Voilà, et donc on a bénéficié, en fait on a réussi à activer avec la qualité du produit la viralité intrinsèque de l'argent. Parce que l'argent, une pièce de monnaie, par nature, c'est très viral. Elle passe de main en main, c'est sans doute l'objet qui passe entre le plus de mains au cours de sa vie. Et donc on a activé via notre interface et notre application cette viralité-là. Quand vous prenez un petit peu de recul sur votre vie d'entrepreneur, je suppose qu'il y a eu plusieurs succès, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment marqué? Je crois que je te fais un Lydia, celui-là, il m'a marqué pour toujours. C'est le plus... Et en plus, je ne m'y attendais pas, parce qu'on était vraiment au tout début et on galérait pour gagner chaque utilisateur. Donc, quand cette personne me dit « mais tout le monde dit je te fais un Lydia », autant dire que ça m'a marqué, quoi. Très positivement. Et pareil, est-ce qu'il y a un obstacle ou un échec que vous avez dû surmonter et comment vous l'avez surmonté? J'ai du mal à trouver tellement qu'il y en a. Et encore aujourd'hui, tous les jours, on a des obstacles qu'on essaye de surmonter. C'est le parcours du combattant permanent. Et plus c'est gros, et plus il y a des obstacles. Et plus on essaye de faire de choses, et plus il y a des obstacles. Et en plus, ils se combinent les uns avec les autres dans des schémas exponentiels. Puisque, évidemment, quand on a 50 modules, quand on a un problème, ça va faire des problèmes en cascade, ça va avoir des répercussions partout. Donc les problèmes changent d'échelle. Entre juillet 2013 et septembre-octobre 2013, quand on a trouvé le schéma des campus étudiants, il s'est passé 3 mois où on avait pensé qu'on allait lancer ce produit-là en utilisant, comme on n'avait pas les moyens de faire des grandes campagnes B2C, en faisant du B2B2C. Donc, on allait chercher des pros qui, à l'époque, n'acceptaient pas la carte, des petits pros, des indépendants, et on allait leur proposer d'accepter la carte en scannant le QR code, et donc en utilisant simplement une application sur leur téléphone. Évidemment, tout le monde nous avait dit, pendant qu'on préparait ça, « Ah, les taxis, ça va être extraordinaire quand vous allez sortir ça, tous les taxis, on va enfin pouvoir payer par carte. » Et donc nous, franchement, on était hyper convaincus de ça. Donc on est allé voir des taxis, mais à la station, quoi. On tape à la fenêtre, oui, bonjour, voilà, on a un système de paiement mobile à vous proposer, c'est génial, vous allez pouvoir accepter la carte. Non. Bon, on se fait jeter comme des malpropres. Premier taxi, deuxième taxi, troisième taxi, cinquième taxi. On a changé de station, encore. À la fin, on a dit, bon, là, ils sont occupés, on va aller à la base arrière à Roissy. On est allé à la base arrière à Roissy, on s'est faufilé tout le truc, et au bout du 3e, je crois qu'ils nous ont pourchassés. Donc on s'est sauvés en courant, comme des voleurs. Donc là, on s'est dit, bon, les taxis, ça va pas marcher, voilà quoi, c'est pas la bonne catégorie de personnes, on va trouver des gens qui sont plus, ils aiment moins le cash, quoi. Et donc là, on appelle des médecins, des centaines de médecins chaque jour.
Et quand il y a quelqu'un qui nous répond, il se moque de nous, quoi. Alors on se dit, bon, les médecins, ils sont un peu trop old school, on va faire les ostéos, donc on appelle les ostéos, on se fait jeter. On appelle les plombiers, on se fait jeter, mais vraiment avec une énergie et une intensité extraordinaire, et on va de déconvenu en déconvenu, et à la fin, on est quand même, au bout de 3 mois, on est quand même un peu stressé, parce on a pris l'argent de nos amis, enfin, il y a un peu d'anxiété dans tout ça, et on voit bien que, on n'a trouvé aucun chemin, et on en a essayé une bonne dizaine. Et puis, voilà, parmi tous les chemins qu'on essaye, on essaye campus étudiant, mais vraiment en désespoir de cause. Et pour la partie P2P, quoi, pour les échanges entre particuliers, on s'est dit, tant pis pour la partie pro, essayons de trouver un chemin juste pour le P2P. Et là, dans les 15 étudiants ou 12 étudiants qu'on voit, il y en a un qui dit, mais moi, c'est génial votre truc, mais moi, je suis le trésorier au président du BDE, et au fait, ça serait tellement bien si on pouvait utiliser ça pour encaisser les places de soirée. Et là, on comprend que d'un coup, on a trouvé la clé. Puisque là, on a trouvé un pro, l'association, le BDE, qui en plus est le client. Donc il est à la fois le vendeur et le client. Et en plus, il est l'étudiant le plus populaire de l'école, quasiment. Et là, c'est extraordinaire. En 3 semaines, on a nettoyé le campus. Au bout d'un mois, il forçait la cafette à accepter Lydia comme moyen de paiement en plus du cash. Et puis c'est parti, un deuxième campus, troisième. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 450 campus. Alors bien sûr, les étudiants ne sont plus la source première de nouveaux utilisateurs de Lydia chaque mois, puisque maintenant on est à 150 000 nouveaux utilisateurs chaque mois, donc il faudrait beaucoup d'étudiants. mais néanmoins, ça reste un domaine où on est très présent, très actif, et où bien sûr on est convaincu qu'on a un immense travail et potentiel, puisque on est au début de sa vie financière quand on rentre à l'université, à l'école, et que c'est là qu'il faut prendre les bonnes habitudes. Et du coup, vous avez parlé de tous les échecs que vous avez dû surmonter, les refus que vous avez dû essuyer. Comment on arrive à rester motivé quand il y a tant de professionnels qui refusent notre solution, quand au bout de 3 mois, on voit qu'on tâtonne encore un peu? Alors là, on faisait plus que tâtonner, on tâtonnait dans le noir, quoi. On était vraiment à la complet, on n'avait pas d'issue. Donc on était motivé parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on travaillait sur le sujet. On était convaincus que ça allait arriver. Et on était sans doute un peu naïf aussi. Donc il y a aussi la force, l'énergie de la naïveté, de finalement pas savoir à quoi on s'attaque. Mais je dois dire qu'au bout de 3 mois, on avait quand même un petit coup au moral. Et puis voilà, on a eu la chance de tomber sur quelque chose qui a fonctionné. Mais on aurait essayé encore et encore et encore et encore et encore. Parce que on était convaincus du sujet. Après, il ne faut pas non plus faire de l'acharnement thérapeutique. Si ça ne marche pas, il faut savoir aussi dire, ça ne marche pas, je reviens en arrière, je réfléchis à pourquoi ça ne marche pas. Et nous, la raison pour laquelle ça ne marchait pas, on a fini par la comprendre assez vite. Enfin, assez vite. Sans doute pas aussi vite qu'on aurait pu, mais c'était que aucun professionnel n'allait vouloir s'équiper d'un système d'encaissement, même gratuit, pour un moyen de paiement que personne n'utilisait. Donc on n'avait pas de payeurs. Donc eux, ils n'avaient pas d'intérêt à être encaisseurs. En fait, c'était complètement idiot. Et c'est eux qui avaient raison, pas nous, bien sûr. Mais voilà, quoi. Donc il a fallu trouver ce schéma idéal où il y avait à la fois les payeurs étaient les encaisseurs et où tout ça fonctionnait bien, les campus, pour que ça fonctionne. Mais voilà, il faut aussi savoir se remettre en question, se remettre en cause, se dire qu'on n'a pas pris tous les paramètres en compte, et revenir sur la feuille blanche et repartir et retravailler et faire ça souvent, même quand ça marche. C'est pas que quand ça marche pas qu'il faut le faire. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que vous avez appris sur le tas, que vous voulez du coup partager avec ceux qui nous regardent? Je me dis que malgré tout, j'avais quand même 15 ans d'expérience à l'époque où j'ai démarré ça, et j'aurais pu avoir un peu plus de jugeote, mais c'est vrai qu'il y en a un. On m'a souvent posé la question de savoir si vous deviez faire les choses différemment, qu'est-ce que vous changeriez? Et pendant longtemps, j'ai répondu rien, parce que si j'avais changé quelque chose à un instant dans l'histoire, ça changerait tout le reste de l'histoire. Et honnêtement, aujourd'hui, on n'est plutôt pas trop mécontent du cours de l'histoire. Donc, a priori, rien. Et puis, il y a quelques années, j'ai quand même fini par trouver une réponse qui était plus réelle, parce que celle-là, c'était un peu une manière de mettre sur le côté la question, et qui est que quand on est arrivé à 20-25 personnes, on aurait dû recruter quelqu'un en charge du recrutement, un spécialiste du recrutement. Pour une raison simple, c'est que quand vous faites une équipe, vous essayez toujours d'avoir les meilleures personnes pour chaque poste. Parce que, en plus, quand on est une petite équipe, c'est important que chaque poste soit vraiment optimisé. Oui. Et c'est assez fou de confier le recrutement de ces personnes-là
à des gens qui ne sont pas des spécialistes du recrutement. Mais je crois que ça relève un peu de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on a juste peur de lâcher le bébé. Et en fait, on aurait dû faire ça bien plus longtemps, parce que nous, on a attendu d'être 50 ou 60, et pendant ce temps-là, notre temps, le temps des managers qu'on avait embauchés parce qu'ils étaient bons dans leur métier, étaient occupés à faire quelque chose pour lequel ils n'étaient pas spécialement bons, qui était recruter. Alors qu'il y a des gens qui sont spécialement bons à recruter. Et donc, on a fait ça bien trop tard, on a perdu beaucoup de temps, on s'est sans doute fatigué inutilement, et on aurait pu faire des choses bien plus intéressantes. Donc, s'il y a une chose que je ferais différemment, c'est quand on a basculé au-delà de 20 personnes, j'embaucherai quelqu'un qui est un spécialiste du recrutement. D'accord, bon, le conseil sera dûment noté par ceux qui nous regardent. Et qui arrive à 20 personnes. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être nous dévoiler une nouveauté qui attend les utilisateurs de Lydia? Une nouveauté? Alors, il va y avoir beaucoup de nouveautés. On a déjà apporté pas mal de nouveautés en 2021, mais dans les thèmes qu'on va développer cette année et qui n'étaient pas vraiment présents chez Lydia jusqu'à maintenant, on a celui de l'investissement. Donc, dans le courant de l'année 2021, on pourra faire du trading à l'intérieur de Lydia. Ça sera un peu tous les actifs, des actions et d'autres, des cryptos, des métaux. Et donc ça viendra un peu plus tard dans l'année. Et voilà, je peux vous le dire en avant-première aujourd'hui. Top, merci beaucoup. Et enfin, pour finir, comment vous imaginez Lydia dans quelques années? Eh bien, j'espère qu'on aura réussi à devenir la super app de plusieurs dizaines de millions d'Européens, la super app bancaire de plusieurs dizaines de millions d'Européens. C'est-à-dire que ce sera Lydia qu'on utilisera comme outil principal, à la fois comme compte principal, mais aussi comme outil quand on a besoin de prendre un crédit, faire un investissement, prendre une assurance. Et finalement, qu'on aura un petit peu remplacé certaines banques dans le cœur des Européens. Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. Merci Max. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de SoBiz. D'ici là, portez-vous bien.